je vais dire certainement une banalité, mais parce que c'est commun à l'armée de terre finalement. C'est la remise en question permanente, parce qu'en fait rien n'est acquis. Et on acquiert une qualification qui en appelle une autre, qui en appelle une autre, et qui en appelle une autre. Aujourd'hui, il y a tellement de qualifications, et c'est ça aussi qui fait la richesse de la livraison par air, que le sous-officier doit en permanence, et le militaire se remettre en question, travailler des procédures différentes sur différents aéronefs, sur différents types de largage. Et donc cette remise en question, elle est fondamentale parce qu'elle engage la sécurité des opérations et du personnel à bord d'un aéronef. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec le chef de corps du 1er RTP, le régiment du train parachutiste. Les paras de ce régiment sont en permanence présents aux quatre coins du monde pour réaliser plusieurs missions très intéressantes, notamment de la livraison par air de personnel et de matériel. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes à Toulouse, au sein du 1er RTP, le 1er régiment du train parachutiste, avec le colonel Cabage. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire un peu qui vous êtes, ce que vous faites? Alors d'abord, merci de me faire l'aimabilité et l'honneur de nous rendre visite aujourd'hui. C'est toujours très agréable de voir qu'il y a des journalistes et même de façon plus élargie la communauté civile qui s'intéresse à un régiment aussi particulier que le mien, le 1er RTP, premier régiment du train parachutiste. Alors en deux mots, moi j'ai 43 ans, je suis colonel depuis 2 ans et j'ai l'immense honneur de commander ce régiment depuis 1 an déjà. J'ai fait Saint-Cyr entre 1999 et 2002, et après j'ai choisi l'arme du train, donc qui est l'arme des acheminements, par voie aérienne ou voie maritime ou principalement voie terrestre. Et donc me voilà chef de corps de ce régiment depuis 1 an, dans lequel j'ai également été chef opération il y a de cela quelques années. Bon alors en 2 mots qui je suis. D'accord. Le rôle du chef de corps au sein d'un régiment, c'est quoi concrètement? C'est de le commander. En somme, c'est de lui fixer un cap. Donc j'ai un chef qui lui-même fixe des ordres et un cap très clair avec une mission très claire, c'est-à-dire, on en reparlera certainement après, mais c'est de larguer la brigade para dans les opérations d'urgence. Et donc ça c'est le cadre général de mon action. Mais comme on a une spécialité très technique et qui évolue avec l'évolution des aéronefs, eh bien, il faut bien fixer un cap avec des pointes d'effort. Et là, aujourd'hui, la pointe d'effort pour le régiment, c'est de s'adapter aux avions de nouvelle génération. Et c'est ce que l'on fait aujourd'hui. Donc, je fixe ce cap-là à mes spécialistes pour être à la hauteur des opérations à portée d'aujourd'hui et de demain. Donc, c'est vraiment mon rôle principal. D'accord. C'est quoi les particularités du 1er RTP? La particularité, c'est qu'il est unique dans les armées. Et à ce titre, c'est assez paradoxal, il est également méconnu. Unique parce qu'on est le seul régiment dédié à ce qu'on appelle l'appui à la mise à terre, donc l'aérolargage, ou le posé d'assaut ou de parachutistes et de leurs équipements. Donc on est les seuls à avoir spécifiquement cette mission. Et donc c'est à ce titre-là que la brigade parachutiste, la 11e BP, elle est la seule à avoir en son sein un régiment du train. Tous les régiments du train sont aujourd'hui subordonnés au commandement de la logistique qui se situe à Lille. Et donc ces régiments-là sont au sein de cet organisme. Et moi je suis le seul régiment du train à appartenir à une brigade interarmes parce que j'ai cette spécificité de l'aérolargage, de la livraison par air. Et donc c'est à ce titre que mon régiment est assez singulier. Mais ce régiment, il opère également singulièrement, non pas simplement au profit de la brigade para, mais aussi pour la totalité des forces qui sont déployées au sol, puisque je peux également larguer du ravitaillement pour toutes les forces, qu'elles soient aéroportées ou non. Et puis je peux également donner des capacités d'aérolargage à la Marine nationale lorsqu'il s'agit de larguer des commandos marines. Donc on a un régiment très singulier, c'est vraiment un métier très spécifique. Mais après je pense qu'on en viendra après de façon à bien vous brosser ce qu'est la livraison par air, si par ailleurs ça vous intéresse. Et justement, en parlant de ça, c'est quoi les spécificités, c'est quoi la livraison par air? Alors la livraison par air, c'est quelque chose d'assez large. Quand on parle Barkhane, elle est souvent médiatisée comme simplement du largage de ravitaillement. Or, quand on prend notre doctrine d'emploi dans les armées, la LPA, c'est
le poser par aérolargage ou par poser, comme avec un posé d'assaut, des parachutistes d'abord, de leurs équipements et du ravitaillement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos opérations commencent quand on largue des commandos para. Elles continuent avec le largage des parachutistes. Elle se poursuit par le largage de leurs équipements. Donc on peut larguer des équipements aujourd'hui jusqu'à 8 tonnes. Par exemple, les véhicules blindés légers du 1er régiment de hussards para de Tarbes, nous sommes en mesure de les larguer. Les engins du génie du 17e régiment de génie parachutiste, nous sommes également en mesure de les larguer. Et tout cela se poursuit par du ravitaillement par voie aérienne. Donc tout cela, c'est la livraison par air. Donc ça, c'est dans la partie aérolargage. Mais il y a aussi la partie posée d'assaut où un avion peut poser sur un terrain sommaire avec des procédés qui sont propres à l'armée de l'air, mais aussi propres à l'armée de terre pour permettre de mettre à terre par posée une force en moins de 3 minutes sur un terrain sommaire. Donc voilà ce que représente la livraison par air. Mais il y a également une particularité de mise à la mer également, des commandos marines, ou même possiblement d'une force des troupes aéroportées terrestres qui devrait se saisir d'un port en cas de situation de crise. Et par exemple, les légionnaires du deuxième REP qui sautent régulièrement... Ils sautent à la mer, effectivement, et ils entretiennent cette qualification, effectivement, qui peut avoir un intérêt pour l'armée de terre, bien entendu, en complément des commandos marines. D'accord. Le RTP, c'est un peu le lien entre l'armée de terre et l'armée de l'air, du coup? Oui. On a, dans un terme assez barbare que je n'aime pas trop, on dit souvent régiment d'interface, air-terre, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un régiment para au service des paras qui connaît très bien l'armée de l'air, puisque nous travaillons avec nos amis de l'armée de l'air en permanence. Et nous connaissons également très bien ceux qui sont largués. Et donc notre rôle, notre spécificité a vocation à fluidifier et à sécuriser les opérations aéroportées. Donc cette interface-là, elle fonctionne assez bien du reste, parce que effectivement, on a une vraie connaissance à la fois de l'armée de l'air, avec qui on travaille tout le temps, et nos amis de l'armée de terre, que nous larguons aussi assez régulièrement. Interface. Le personnel du premier RTP, ce sont aussi des parachutistes. Vous êtes amenés à sauter d'avion. Oui. Ça a toujours été le cas? Oui. Alors ça répond à un principe très basique, très simple, mais très efficace de la livraison par air. Premier principe pour le largage de personnel, c'est dans l'armée française, un para largue un para. Alors ça a deux vertus. La sécurité, parce que le parachutiste qui va larguer son camarade parachutiste sait ce qu'est un saut. Et le sautant sait qu'il va être largué par un parachutiste aguerri. Donc cela, pour le personnel, c'est particulièrement, je pense, fondamental à bord des aéronefs. Donc cette procédure de largage, elle n'est pas tout le temps partagée chez nos camarades alliés, mais en France, c'est ce principe-là qui prédomine pour les parachutistes. C'est quoi les grosses différences que vous avez pu remarquer avec l'équivalent du RTP au sein, par exemple, des forces britanniques ou allemandes ou américaines? Il y a des différences majeures ou... Oui, il y a des différences majeures. En fait, pour la partie largage de personnel, les différences sont assez minimes, dans le sens où beaucoup de nations appliquent ce principe du para qui largue un para. Même si dans certaines nations, les procédures sont un peu différenciées, où par exemple le largueur à la fin va sauter avec les sautants, ce que nous ne faisons pas nous. Donc ça, c'est par exemple aux États-Unis, le chef de stick de saut est à la fois largueur et sautant. Donc nous, on ne fait pas ça en France. Les largueurs restent à bord de l'aéronef et donc sont théoriquement affectés servant au premier RTP. Les différences sont davantage marquées pour les largages de ravitaillement et d'équipement. C'est-à-dire que dans quasiment toutes les armées qui ont des capacités de largage, le rôle de l'armée de terre s'arrête au pied de la soute de l'avion. C'est-à-dire que les spécialistes dans les armées étrangères et alliées vont préparer les paquets à larguer et vont les confier à l'armée de l'air. L'armée de l'air va récupérer ces colis et les mettre dans la soute des aéronefs. En France, on fait différent, mais après, effectivement, la France se singularise toujours pour beaucoup de choses. Et je pense que là, elle se singularise de façon très positive. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de rupture de responsabilisation. C'est-à-dire que l'armée de terre récupère le paquet à conditionner,
le conditionne, le charge et le largue à partir de l'avion de l'armée de l'air et de l'espace. Alors, cette continuité évite les transferts de responsabilité, d'une part, et d'autre part, ce principe de continuité permet d'agir en soute lorsque l'on vole. Il arrive assez régulièrement que les parachutistes terriens dans la soute des aéronefs en vol agissent à 10 minutes, voire 5 minutes, ou même au top largage, pour régler un incident. Car la livraison par air est vraiment une science très exacte. Un mouvement de l'aéronef ou une nodrice qui a un peu bougé sur la charge, eh bien, peut remettre en cause la mission, la sécurité des vols. Et c'est pour cela que la présence de nos terriens avec nos amis de l'armée de l'air dans les avions en phase vol est fondamentale. Et on le vit à Barkhane. Il y a pu y avoir parfois des incidents qui ont été réglés et in fine, ces incidents surmontés eh bien, n'ont pas empêché la réalisation de la mission. Voilà. Vous parlez de Barkhane, et Barkhane, on a parlé dans d'autres épisodes du podcast, on a pu interroger pas mal de gens sur place au Niger et au Mali, et effectivement on se rend compte de l'utilité de la livraison par air, parce que les élongations sont énormes, et les gens sur le terrain, quand ils partent en opération, restent pendant plusieurs jours, plusieurs semaines parfois, en mission. Il y a un détachement du RTP qui est constamment sur place, c'est ça? Oui. On a en moyenne 15 à 20% du régiment qui est projeté à l'extérieur de nos frontières, en MCD, en mission courte durée ou en opération extérieure. S'agissant de Barkhane, c'est effectivement notre plus gros client. Et on a un dispositif aujourd'hui déployé à N'Djamena, au Tchad, mais aussi à Niamey, au Niger. Et à partir de ces deux plateformes, nous réalisons des opérations de transit aérien aux côtés de l'armée de l'air et de l'espace. Là pour l'acheminement des forces, c'est ce qu'on appelle l'appui à la projection. Et simultanément, on réalise des largages avec les escadrons de transport de l'armée de l'air qui sont déployés sur place à partir de C-130J principalement et d'A-400M. Parfois de CASA, ça peut arriver aussi. Donc on est effectivement en auto-relève permanente sur ces opérations et on se rend compte que le terrain qui commande oblige le chef parfois à recourir à la livraison par air dans l'urgence, considérant les élongations, ou parfois la livraison par air est intégrée d'emblée dans les plans du poste de commandement de Barkhane pour permettre à une force de durer sur le terrain sans avoir une grosse empreinte logistique, lui permettant d'être déployé en nomadisation et de pouvoir surprendre l'ennemi plus facilement. Donc la livraison par air dans un théâtre tel que celui de Barkhane, dans sa partie ravitaillement par voie aérienne, est également est un bon mode d'action. Ces 8 dernières années sur Barkhane, est-ce que ça s'est intensifié ou est-ce que c'est resté plus ou moins stable, la livraison par air? Ça s'est intensifié. Alors le point de bascule, c'est l'opération Serval, la saisie de Tombouctou et le largage du 2e régiment étranger de para sur Tombouctou et aussi le posé d'assaut du 1er régiment de chasseurs parachutistes dans cette intervention contre les terroristes qui descendaient du nord vers le sud. Donc le fait opération aéroportée redevenait majeur, même si, on pourra en reparler dans notre entretien, les OAP ne se sont jamais arrêtés après la Deuxième Guerre mondiale, elles ont toujours été assez fréquentes en réalité dans les conflits récents. Une fois que l'opération Serval a redémontré aux chefs tactiques mais aussi aux chefs politiques que l'intervention par la 3e dimension était intéressante, eh bien, petit à petit, on a retrouvé des détachements dédiés à la 3e dimension pour pouvoir agir par la 3e dimension en larguant du personnel ou du ravitaillement. Donc après Serval, le soufflet est un peu retombé, Barkhane est né, et on s'est rendu compte que s'il fallait durer, eh bien, la livraison par air, pour s'affranchir par exemple dans la saison des pluies, des élongations, et pour agir dans l'urgence, c'était un mode d'action intéressant pour ravitailler. Et si je peux donner un chiffre qui me vient en tête de mémoire, avant 2012, nous larguions à peine 30 tonnes en opération par an, globalement. Et en 2020, si ma mémoire est exacte, on a largué presque 400 tonnes
Donc on a augmenté significativement ce que l'on largue aujourd'hui en opération. Et en 2021, qui n'a pas encore terminé, de mémoire, on est à près de 500 tonnes. Je pense que tout cela va se stabiliser avec la réorganisation de l'opération Barkhane. Mais si on a encore des troupes françaises au sol en appui de nos partenaires du G5 Sahel, eh bien on va encore recourir à la livraison par air de façon assez récurrente. C'est ça qui a expliqué notamment le choix d'avoir des plieurs de parachutes de matériel au Niger aussi. Exactement, tout à fait. En 2016, l'état-major des armées a ordonné le déploiement de cette capacité pour qu'en boucle courte, on ait un flux de parachutes suffisant pour qu'on puisse conduire nos opérations de ravitaillement par air de façon correcte. Parce que l'acheminement des parachutes depuis Toulouse était jugé trop court à ce moment-là. Et donc ces parachutes-là, effectivement, sont récupérés pour partie, pas en totalité, par les forces au sol, qui ensuite nous les réintègrent en ayant fait des ballots sur place. Et puis ensuite charge à mes plieurs de les sécher, de retirer les corps étrangers, de voir s'ils ne sont pas abîmés, et ensuite de les replier. Ce qui doit être compliqué, non, à faire à Niamey? Ça a été compliqué, effectivement, quand le détachement s'est mis en place. Et puis, le français est très bricoleur, le français est très imaginatif, et le plieur para l'est encore plus. Et donc, ils ont réussi à établir un dispositif qui leur permet aujourd'hui, je pense, de plier dans plutôt de bonnes conditions. Donc, il y a eu les premiers mois qui étaient assez compliqués, dispositif sommaire, et puis après, le plieur para s'est rétabli correctement. Donc aujourd'hui, ce système fonctionne assez bien. D'accord. Vous avez dit qu'à peu près 20% du régiment est constamment déployé? Entre 15 et 20%, oui. Ouais. C'est quoi le terrain de jeu, on va dire, du RTP dans le monde? Où est-ce qu'on peut retrouver des gens d'ici, de Toulouse? Alors, principalement Barkhane, donc Niger, Mali. On en a également en mission de courte durée. On peut en avoir en Guyane, on en a également en Nouvelle-Calédonie, on en a peut-être également aussi bientôt à Djibouti. Et puis on en a eu aussi aux côtés des forces spéciales pour les opérations de transit aérien principalement. Parce que le spécialiste livraison par air du premier RTP ici, il a cette dualité de faire du largage mais aussi du transit aérien. Et donc parfois on a des postes qui nous sont dédiés dans les détachements de forces spéciales pour faire cela. Voilà. Et puis des gens aussi qui ne sont pas du premier RTP, mais qui viennent du premier RTP, qui sont affectés au premier PMA, au 13e régiment de dragons parachutistes, qui disposent de leur propre équipe de livraison par air et qui eux sont principalement en opération dans la bande sahélo-saharienne. Voilà. D'accord. J'imagine qu'avec toutes ces spécialités, toutes ces différences de ces différentes missions, l'étendue des métiers ici effectués doit être assez grande. Quels sont les différents métiers ici qu'on retrouve au premier RTP? Alors, le premier métier, et je pense que finalement c'est peut-être le seul métier au régiment, c'est le métier de la livraison par air. C'est ce que je dis à l'ensemble de mes spécialistes, qu'ils soient mécaniciens, qu'ils soient secrétaires, qu'ils soient transmetteurs. Tout le monde ici fait de la livraison par air parce que tout le monde concourt à la mise à terre, au largage de la 11e brigade para. Néanmoins, pour faire ça, il y a énormément de métiers. Donc sans être trop technocrate et utiliser des termes abscons, le premier métier, c'est le métier livraison par air, mouvement livraison par air, où là on a des sous-officiers, des militaires du rang et des officiers qui se forment au largage. Donc au conditionnement des charges pour les larguer, donc le largage de matériel. Ça c'est le gros métier du régiment où on a la majorité du personnel. Deuxième gros métier, c'est celui ce qu'on appelle les mat para, donc les spécialistes de la maintenance du matériel de parachutage et de largage, qui sont à la fois dans le pliage des parachutes, mais aussi dans l'entretien de tout le matériel qui permet l'aérolargage. Ça, c'est la deuxième grande famille de métiers qui existe au premier régiment ultra para. Et puis, tous les métiers qu'on retrouve par ailleurs dans l'armée de terre, le transmetteur, indispensable, le mécano, indispensable, le secrétaire, le chancelier, indispensable. Donc, tous les métiers qui existent dans l'armée de terre, globalement,
non, j'exagère, commun à tous les régiments se retrouve ici au 1er RTP. Et puis la singularité, encore une fois, du régiment, c'est que tout le monde a à peu près ici un double métier, c'est le largage de personnel. Le largage de personnel, ça n'est pas un métier à part entière, une filière à part entière, c'est une spécialité. Et là, c'est l'école des troupes aéroportées qui forme au largage de personnel. Et donc, j'ai des mécaniciens qui sont largueurs ou chefs largueurs de personnel. J'ai des spécialistes de largage de matériel qui sont également spécialisés dans le largage de personnel. Donc ici, en fait, beaucoup de cadres, je dirais même la quasi-totalité, a un double métier. J'ai des secrétaires qui larguent, j'ai des mécanos qui larguent, des transmetteurs qui larguent. Et ça, comment ça se passe au quotidien? C'est-à-dire que cette personne, par exemple, qui est secrétaire et largueur, pour être amené, je sais pas, on lui dit la semaine prochaine, tu vas faire du largage, la semaine d'après, tu vas faire du secrétariat. C'est exactement ça. C'est pour ça que le niveau d'exigence ici au régiment est me semble-t-il, particulièrement élevé, parce qu'il faut cultiver cette polyvalence. Et puis lorsque vous allez larguer votre camarade dans une période d'entraînement de la brigade para, eh bien, vous ne faites pas votre métier de secrétaire. Donc vous le faites autrement, vous le faites plus vite, vous le faites mieux, vous le faites en dehors des heures de service, peu importe. Mais c'est la réalité du 1er RTP. Et c'est aussi ce qui fait l'intérêt de ce régiment, c'est parce que c'est, je pense, très valorisant d'agir aux côtés de nos amis aviateurs, de larguer du para à partir d'un aéronef. Donc généralement, on ne se plaint pas, au contraire. Les gens courent après ces qualifications qui sont particulièrement intéressantes. Le 1er RTP a pas de problème pour le recrutement? C'est un régiment qui est bien choisi par les jeunes recrues? Je pense que je n'ai pas de problème. Je pense que je n'ai pas de problème dans le sens où mes jeunes sont motivés. J'ai aussi la chance d'avoir un métier assez particulier et la direction des ressources humaines de l'armée de terre est assez bienveillante dans le sens où elle sait que, par exemple, mes EVAT, mes engagés doivent parler un minimum d'anglais lorsqu'ils montent dans les avions en tant qu'arrimeur largueur. Et donc j'ai un niveau à l'engagement qui est globalement élevé, je pense. Donc je suis satisfait. Bon, évidemment, tout n'est pas parfait, et je serais un menteur de dire le contraire. Mais je suis globalement satisfait. Pour les cadres, c'est le même principe. La livraison para est souvent choisie par les gens du train, par des gens motivés, qui savent ce que c'est. Le côté aéroporté attire également beaucoup. Donc en termes de recrutement, je ne suis pas à plaindre. Qu'est-ce qui pousse une jeune recrue ou même un jeune officier quand il sort de Saint-Cyr à venir ici? Alors pour la jeune recrue, il pourrait y avoir une infinité de réponses à cette question. Il y a celui qui connaît et qui veut venir parce qu'il trouve que c'est valorisant, ça doit représenter, je pense, 15 à 20% de la population. Il y a celui qui ne connaît pas et à qui on va faire connaître la spécialité lorsqu'il va dans les centres de recrutement. Et ça doit représenter 20 ou 30% de la population. Et puis après, c'est simplement je veux être militaire, j'ai tel niveau bagage scolaire et je pense que c'est à peu près les 50 ou 40 autres pourcents restants. Et puis après, les 10% restants, c'est très variable. Chez les officiers, c'est aussi variable, mais ça dépend aussi beaucoup du type de recrutement. Le Saint-Cyrien, effectivement, il fut un temps, lorsqu'il était dans la spécialité train, choisissait dans les tout premiers le premier régiment du train parachutiste parce que c'était l'assurance d'un milieu exigeant et avec beaucoup d'opérations. Et il se trouve qu'aujourd'hui, la concurrence est rude avec le train classique de surface, qui a des opérations extrêmement complexes, valorisantes et très récurrentes à Barkhane, avec des convois hors normes pour ravitailler les groupements tactiques déserts qui sont déployés à Barkhane. Et la vie de lieutenant aujourd'hui du train de surface, elle est aussi extrêmement passionnante. Donc il y a beaucoup de concurrence à la sortie d'école, mais il se trouve que c'est équilibré. C'est équilibré. Mais ce qui attire principalement le jeune lieutenant, c'est le monde TAP, les troupes aéroportées. Vous disiez que depuis la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas arrêté les opérations aéroportées, loin de là. Oui. Pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose au milieu militaire, on pourrait se demander quel est l'intérêt aujourd'hui de
de faire de la livraison, alors, livraison par air peut-être pas, mais en tout cas du largage de personnel sur des opérations comme par exemple Barkhane. Vous êtes un peu aux premières loges pour juger de ça. C'est quoi justement l'intérêt aujourd'hui en 2021-2022 de faire du largage de personnel? Il y a beaucoup d'intérêt. Même si en liminaire, on pourrait considérer, si on veut faire une guerre contre un État compétiteur qui a à peu près les mêmes capacités, qu'on enverrait probablement des gens à une mort certaine. Or, c'est ce qui s'est passé en 1944, et les opérations aéroportées se sont tout de même faites. Donc les principaux atouts d'une opération aéroportée, c'est d'abord pouvoir agir dans l'urgence. C'est-à-dire qu'on projette une force très rapidement grâce à l'aéronef. Et donc là, on surprend l'adversaire. Et à Barkhane, ça se prête assez bien à cet atout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les commandos parachutistes qui peuvent être assez régulièrement largués, ou un assaut vertical avec des parachutistes avec un saut à ouverture automatique, peuvent grâce à ce mode d'action, surprendre l'ennemi. Ensuite, c'est lié aussi au terrain de Barkhane, c'est aussi s'affranchir des élongations qui sont hors normes. Ce qui s'applique au matériel, au ravitaillement, s'applique également au personnel. Il y a aussi une dimension réassurance qui est assez significative. Ça, c'est un aspect qu'on ne prend pas beaucoup en considération. Mais lorsque vous faites une opération aéroportée, c'est que d'abord, vous êtes en pleine... comment dirais-je, ça veut dire que vous êtes déterminé à prendre des risques. Et quand vous êtes dans une coalition, telle que celle qui se déroule en BESS, mais ça pourrait être aussi une coalition otanienne, une coalition européenne, eh bien vos alliés vous considèrent comme étant déterminés et vont vous suivre. Donc là, il y a aussi une dimension psychologique qui est assez conséquente. Et enfin, ces opérations aéroportées, me semble-t-il, à l'aune des engagements plus durs qui nous attendent, je pense, dans les prochaines années, n'ont absolument pas perdu de leur pertinence. Parce que s'il s'agit d'agir dans les lignes ennemies à l'arrière pour créer un dilemme chez l'ennemi avec une force aéroportée qui aura été larguée en ayant percé une bulle de protection 3D, eh bien, on peut déstabiliser en profondeur le dispositif de l'adversaire en faisant ça. Donc, les opérations aéroportées s'adaptent à l'environnement stratégique et tactique, et je pense qu'elles garderont leur pertinence encore pour de nombreuses années, et, très, très certainement. À l'heure où on parle de haute intensité, c'est un peu le leitmotiv en ce moment, et ça va le rester. Justement, est-ce qu'on peut dire que ça va avoir de plus en plus de sens? Parce qu'au final, quand on voit peut-être l'efficacité parfois assez relative sur un terrain comme Barkhane, parce qu'effectivement ça permet de frapper un bon coup, mais bon, face à un ennemi qui se cache dans la population, où il y a une logique plus de guérilla, ça a peut-être moins de sens que face à une nation qui elle-même aurait plus de poids militaire, on va dire. Moins de sens de faire une OAP à Barkhane que sur un adversaire à parité, c'est ça? Non, parce que je pense que face à un adversaire à parité, grâce aux capacités de la 400M, nous pourrions être capables d'engager tout ou partie de la brigade parachutiste. Donc 4 régiments d'infanterie, un régiment de cavalerie, c'est un régiment d'appui. Et justement pour préparer le combat, on va dire, des plus lourds, donc la 3e division à laquelle appartient la brigade para, avec ses engins blindés. Donc ça a du sens en termes de rapport de force. Et aujourd'hui, ce que l'on fait à Barkhane, c'est également pertinent, dans le sens où c'est pas ce volume de force qu'on emploie, c'est un sous-groupement tactique qui va être aéroporté, 250 personnes, 300 personnes qui seront mobiles et qui pourront faire ce qu'on appelle des OAP de harcèlement de l'ennemi pour les déstabiliser, et avec aussi un effet vraiment positif sur les partenaires. Moi-même, quand j'étais chef opération du régiment, j'ai commandé une base d'opération aéroportée à Niamey pour larguer des paras du 1er CP. Et l'effet tactique au sol, en fait, il a été extrêmement bénéfique, pas directement sur un adversaire, mais directement sur nos partenaires qui ont dit « les Français reviennent nous aider, nous appuyer », eh bien, on reprend le terrain qui nous avait été volé 3 semaines plus tôt par des terroristes. Donc il y a également une dimension immatérielle qui est très intéressante pour l'OAP.
Et la présence des paras qui ont été largués lors de l'OAP dont je vous parle, eh bien, a permis de chasser au moins pour un temps l'ennemi, qui après effectivement revient, parce qu'on sait qu'il se cache et elle se terre. Mais je pense que ça a eu des effets très bénéfiques sur nos partenaires. En parlant de partenaires, vous vous entraînez régulièrement avec les forces armées, dernièrement notamment avec les Américains, les Anglais aussi. À quel point il y a des échanges avec ces nations sur la partie largage, conditionnement peut-être? Alors le domaine aéroporté est assez limité finalement en interopérabilité pour plusieurs raisons. Même si d'abord les échanges sont assez nombreux. C'est limité parce qu'on a des techniques différentes, donc j'ai parlé de nos spécificités françaises où l'armée de terre était présente en soute des aéronefs pour larguer. Et donc on a du matériel différent et on a des procédures différentes. Donc ça c'est pour le largage de matériel. Pour le largage de personnel, les procédures sont différentes, mais les différences sont plutôt faciles à gommer. Et donc on s'entraîne ensemble, effectivement, c'est ce qu'on appelle le cross-para. Donc en fait, on a des avions autrichiens qui peuvent larguer pour nous. On a des avions allemands qui ont largué également pour nous. Parfois, on a des avions français qui larguent du parachutiste allemand ou anglais. Donc c'est ce qu'on appelle le cross-para. Mais in fine, alors c'est mon sentiment personnel, je pense que les opérations aéroportées, considérant leur sensibilité par rapport au risque que l'on prend, le chef militaire prend un risque parce qu'une OAP, elle dépend du facteur météo, de la force au sol qui pourrait éventuellement détruire tout ou partie de la force avant qu'elle-même ne soit au sol. Considérant cette sensibilité, les opérations aéroportées sont forcément dans un fuseau à peu près national. Même si il existe en doctrine otanienne des opérations aéroportées combine, donc en interalliés. Moi je crois honnêtement davantage à des opérations nationales avec chacun dans son fuseau parce que par rapport au risque et par rapport aux procédures qui sont assez différentes. Mais on s'entraîne ensemble et il y a des pistes d'interopérabilité. On s'est entraîné régulièrement ces dernières années avec nos amis américains sur les bases aériennes en Allemagne, à Ramstein, où on a pu larguer, mais encore une fois, avec des avions français sur Ramstein. Récemment avec les Britanniques, Falcon Amarante, où chacun agissait vers le même objectif, mais dans son propre fuseau en fait. Avec malgré tout des interactions britanniques et françaises parce qu'il y a des échanges de niveau section ou compagnie entre les régiments. Mais une fois qu'on est dans l'avion, les choses sont assez nationalisées en fait. Parce que la technicité est tellement forte que je pense que pour que ça soit fluide, l'interopérabilité est nativement limitée. Voilà. Et aussi un élément que je me permets de rajouter là-dessus, les cultures sont aussi assez différentes. Par exemple, les Américains, ils ont un effet de masse que nous n'avons pas. Et les Américains consentent à avoir des incidents de largage. Donc ils ont deux avions qui volent côte à côte avec deux fois la même charge. Et puis s'il y en a une qui fait tapis, c'est pas grave parce que l'autre sera bien largué. La France n'a pas cet effet de masse. La France a ce qu'il lui faut pour remplir son contrat opérationnel, mais on n'a pas l'effet de masse de nos amis américains. Donc la présence de l'armée de terre en soute se justifie également à cause de cela. Aujourd'hui, c'est quoi les capacités maximales? C'est quoi le contrat que vous pouvez remplir ici avec d'ailleurs les nouvelles installations qui sont sorties de terre il n'y a pas si longtemps au final à Toulouse? Alors mon contrat, c'est larguer la brigade para. Alors je pense que vous le savez très bien, la brigade para, elle a le contrat d'être engagée dans l'urgence dans un créneau de 12, 24, 48 heures, avec l'équivalent d'un gros régiment avec ses appuis, avec le PC de la brigade parachutiste. Et la place du régiment là-dedans, c'est de pouvoir la larguer dans le temps que je viens de vous décrire. Et c'est à ce titre que mes nouvelles infrastructures me permettent de le faire de façon plus fluide que par le passé. Et surtout pour m'adapter à la 400M. Mais ça, c'est la
partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire qu'on peut faire théoriquement beaucoup plus avec les capacités de la 400M. Donc ces capacités-là, elles sont aujourd'hui limitées par des avions d'ancienne génération qui vont bientôt sortir du service, mais qui seront progressivement démultipliés grâce à la 400M qui monte en gamme et qui a de vraies capacités très intéressantes pour les opérations aéroportées. Donc en fait, là, en ce moment, on est dans une période charnière où les armées réfléchissent sur la manière dont on va réaliser nos opérations aéroportées de demain. Donc tout cela est à l'étude, donc c'est une excellente question de prospective. Et ce qu'on peut faire au maximum, eh bien, il faut qu'on le définisse. On savait à peu près ce qu'on pouvait faire au maximum avec les avions d'ancienne génération, mais je pense qu'on va changer d'échelle et qu'on va passer du simple au double. Et que justement, dans des conflits durcis, cette capacité décuplée grâce à la 400M et un premier RTP qui se sera adapté en conséquence, permettra au chef d'avoir une option en plus et qui lui donnera peut-être un avantage stratégique sur l'adversaire de demain. Qui est capable de définir la capacité maximale? Est-ce que c'est au niveau des industriels, comme par exemple Airbus, qui vont développer la 400M au maximum, ou est-ce que ça vient d'ici avec une demande particulière ou justement une volonté de prospective? Alors ça commence par les armées qui, lorsqu'elles font leur programme d'armement, font leur, j'allais dire, lettre au Père Noël. Voilà, je voudrais tel char qui ait telle capacité, je voudrais tel avion qui ait telle capacité. Et le programme A400M n'a pas échappé à la règle. Et aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que la 400M pourra larguer jusqu'à 92 parachutistes équipés, complètement équipés, c'est-à-dire avec une gaine qui leur permet d'avoir un sac pour vivre 48 heures, 72 heures, leurs munitions, leurs gilets pare-balles, leurs casques lourds et leur armement. Cet A400M, il pourra également larguer une charge unitaire de 16 tonnes, ce qui veut dire qu'on va pouvoir donner de l'allonge aux forces qui seront déployées au sol avec un engin qui pourra être largué. Et aujourd'hui, on largue jusqu'à 20 tonnes de ravitaillement avec la 400M. C'est bien plus de 2 fois plus que ce que pouvaient faire les avions d'ancienne génération. Donc ce surcroît de capacité, il a été demandé au départ du programme. Et ensuite, à charge à l'industriel de le livrer aux forces. Et donc le premier jalon, c'est la délégation générale pour l'armement qui reçoit le matériel et qui regarde que tout est conforme. Ensuite, ça descend au sein de l'armée et des armées, pardon. Et donc le stade d'après pour l'armée de terre, c'est la section technique de l'armée de terre dédiée au largage, donc la STAT TAP qui est dans les murs du quartier dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, qui fait des expérimentations et qui ensuite décrit les procédures de largage. Et ensuite, ça arrive aux forces qui les utilisent une fois que tout cela est opérationnel. Donc 16 tonnes, ça va permettre des choses assez significatives pour une force déployée au sol. Les personnes de la STAT, ils dépendent du premier RTP? Non. Donc il y a une STAT portion centrale qui s'occupe des programmes d'artillerie, de mobilité, donc pour l'armada des cavaleries ou l'infanterie, qui s'occupe de drones également. Et il y a une partie troupe aéroportée qui est placée utilement à Toulouse, juste à côté du premier RTP, qui est le régiment de largage en fait, des armées, ce qui permet d'avoir des interactions assez régulières avec la STAT TAP, avec qui on travaille très régulièrement. Et à ce titre, on a travaillé cette semaine avec la STAT TAP pour conduire des expérimentations de largage par éjection à partir de la 400M. Donc le largage par éjection, c'est quoi? C'est vous avez une charge volumineuse et lourde dans un avion. On ne peut pas la larguer par gravité parce qu'elle taperait dans la soute de l'aéronef lorsqu'elle basculerait en dehors de l'aéronef. Et donc il s'agit de l'éjecter de façon horizontale pour que proprement elle puisse sortir en dehors de l'aéronef. Donc c'est un procédé que assez peu de nations maîtrisent. Et donc les expérimentations, les dernières expérimentations ont eu lieu cette semaine avec la STAT TAP. Et à ce titre, j'avais quelques futurs instructeurs livraison par air qui étaient avec la STAT pour s'imprégner un peu des procédures. D'accord. Au sein de la STAT, il y a des gens qui sont passés par le premier RTP? Il y a des échanges comme ça? Bien sûr. Oui, tout à fait. On a 3 sous-officiers qui viennent du régiment et un officier qui vient du régiment. La STAT TAP, c'est petit, ils sont une petite vingtaine, officiers, sous-officiers, militaires du rang, enfin petite vingtaine, ou je dirais plutôt une trentaine. Et ils sont divisés en 3 bureaux aujourd'hui. Donc ce qu'on appelle TAP1, c'est le largage de personnel,
TAP2, c'est le largage de matériel, et TAP3, c'est tout ce qui est entretien du matériel par largage. Et donc TAP2, on comprend que tous ces gens-là, ce sont du personnel qui vient du premier RTP, officier, sous-officier, militaire du rang. D'accord. C'est quoi les qualités requises pour rentrer au RTP? C'est quoi le profil parfait pour un jeune qui aimerait s'engager ici? Le militaire du rang ou le sous-officier ou peu importe. Un peu, ouais, un peu tous les trois en même temps, on va dire. L'esprit dans lequel il faut être, peut-être. Je vais dire certainement une banalité, mais parce que c'est commun à l'armée de terre finalement. Hein. C'est la remise en question permanente. Parce qu'en fait, rien n'est acquis. Et on acquiert une qualification qui en appelle une autre, qui en appelle une autre et qui en appelle une autre. Aujourd'hui, il y a tellement de qualifications, et c'est ça aussi qui fait la richesse de la livraison par air, que le sous-officier doit en permanence, et le militaire non, se remettre en question, travailler des procédures différentes sur différents aéronefs, sur différents types de largage. Et donc cette remise en question, elle est fondamentale parce qu'elle engage la sécurité des opérations et du personnel à bord d'un aéronef. Je pense que c'est la principale qualité, savoir se remettre en question et puis aussi se relever après un échec, parce qu'il y a tellement de formations face auxquelles il y a des difficultés parfois. Bon, on peut échouer, mais il faut savoir se relever de cet échec-là. Voilà. Donc je pense que c'est la principale qualité. Et d'autres régiments pourraient vous le dire du reste. Hein. C'est un peu une banalité, mais c'est ma conviction. Même c'est intéressant. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui préparait soit les formations pour accéder à ce régiment ou qui prépare son engagement dans l'armée et qui vise ce régiment? C'est une excellente question. Parce qu'en fait, la difficulté de cette question, c'est que il est difficile de se préparer à ce métier avant de l'avoir touché. Donc, on peut se préparer à faire de la livraison par air une fois qu'on est dans le régiment, parce qu'on a le matériel pour le faire et qu'on a à peu près le spectre de tout ce qui peut s'y passer. Mais avant, je dirais que c'est, encore une fois, c'est pas une réponse très originale que je vais faire. C'est cultiver le goût de l'effort et l'humilité. En fait, cultiver cet état d'esprit qui consiste à dire, en fait, je sais que je ne sais pas. Parce qu'il y a tellement de choses à maîtriser qu'il faut pouvoir embrasser l'ensemble des savoir-faire livraison par air, et pour ça, il faut toujours se remettre en question. Donc ça peut faire peur, mais je pense que celui qui arrive au bon niveau de compétence, il arrive vraiment à un véritable épanouissement professionnel. Et sans mésestimer leurs difficultés, mes militaires du rang et sous-officiers les plus heureux ici sont de vrais passionnés par ce qu'ils font. Parce que c'est assez valorisant de larguer aujourd'hui un engin de 8 tonnes, suivi de parachutistes. C'est assez valorisant de voir qu'une opération à remporter, finalement, ne peut pas se faire s'il n'y a pas le premier RTP. Parce que c'est bien le métier du premier RTP de larguer les paras et leurs équipements. Donc tout cela est très valorisant, mais pour en arriver à ce stade, il faut savoir qu'on ne sait pas, se remettre en question et travailler, travailler et retravailler. Ouais, ça a l'air très exigeant et aussi peut-être un peu contraignant, sinon pour le fait d'être régulièrement déployé à l'étranger, oui. Peut-être plus que certains régiments, peut-être que les gens ici voient un peu plus de pays que dans d'autres régiments. Comment ça se passe au niveau peut-être vie familiale ou avec les proches? Comme dans tous les régiments de l'armée de terre, il y a eu je pense, je suis rentré en régiment en 2003, il y a eu de vrais progrès dans la prise en compte du facteur humain. Et donc aujourd'hui, on a des structures bureau environnement humain qui permettent un peu de suivre ceux qui partent et ceux qui reviennent d'opération, de façon à éviter les phénomènes de surchauffe qui peuvent être récurrents. Alors pourquoi je parle de surchauffe? Parce que on a un régiment dans lequel nos sous-officiers aujourd'hui, spécialistes largage, ont une interprojection de 11 mois à peu près. Donc je reviens d'opération et 11 mois plus tard, je repars en opération. Et dans l'intervalle de ces 11 mois, on a beaucoup de choses à faire. D'abord, avec beaucoup de bienveillance, 2 ou 3 semaines de vacances pour récupérer de 4 à 5 mois d'opération. Ensuite, se remettre dans le match, recommencer à travailler les procédures, remonter dans un aéronef, retravailler les conditionnements,
retravailler aussi les fondamentaux du soldat, le tir, le sport, la condition physique, faire ses sauts aussi, parce qu'un para largue un para, donc je vais sauter, et puis faire toutes les missions que fait l'armée de terre, sentinelle, prendre le service, et continuer aussi d'autres formations, parce que je parlais d'entretien de capacité, mais il faut également en acquérir d'autres, parce qu'on n'est jamais assez formé ici. Et donc dans l'intervalle de ces 11 mois, il faut faire tout ça. Donc c'est pour ça qu'effectivement c'est assez exigeant. Mais je pense que c'est passionnant. Et le régiment aussi a la particularité d'avoir des sous-officiers qui sont assez peu mutés dans cette spécialité-là. Donc parfois, effectivement, le rythme est particulièrement dense, mais il l'est aussi par ailleurs dans d'autres régiments. Donc, et dans d'autres régiments aussi, ce n'est pas forcément le cas non plus. Il y a d'autres spécialités où les OPEX sont beaucoup plus rares. Donc moi, je considère que j'ai certes un personnel qui est vraiment sous tension opérationnelle, mais qui finalement est épanoui parce qu'il est responsabilisé et bien employé dans son métier premier. Ça doit être passionnant aussi à titre personnel, non, de manager un peu tout ça, même si on parle plus de commandement que de management. Le colonel Prodhomme nous en a parlé dans un précédent épisode. Oui. C'est deux choses vraiment différentes. Oui. Comment vous l'appréhendez, vous, ça, ce rôle-là? Alors, je l'appréhende avec passion. C'est-à-dire que il y a une vraie dépendance qui se crée entre le chef et ses subordonnés. En fait, le commandement, je pense que c'est la prise de conscience que sans vos subordonnés, finalement, vous n'êtes rien. Que sans vos subordonnés, la mission ne se fait pas, ne s'accomplit pas. Et pour que la mission se fasse, il faut que vous ayez des subordonnés qui soient au rendez-vous, compétents et aussi bien d'un point de vue psychologique. Et donc, quand on embrasse tout cela, eh bien, je pense qu'on a un régiment qui fonctionne, avec un chef non pas qui manage, mais qui commande, et qui donne un cap, qui sait être dur, comme il faut l'être, parce qu'effectivement, notre métier est très exigeant, mais aussi bienveillant, comme il faut l'être aussi, avec un métier exigeant, singulier, où finalement, on peut mourir pour sa patrie à tout instant. Donc ça, je l'appréhende avec beaucoup de passion. Et puis mes subordonnés me rendent bien parce qu'ils sont au rendez-vous de leur mission. Ben, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon de ce que vous faites ici au régiment. Merci pour ce partage. Et à bientôt. À bientôt, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.